Mais un héritage, partie 2, le néolithique, où je vous explique ou réexplique ce qu'est cette période de la préhistoire. Bonjour à tous et à toutes, nous allons faire un petit retour en arrière. Imaginez avoir 12 ans à nouveau. Le prof d'histoire vous explique ce qu'est le néolithique. Bienvenue dans ce voyage dans le temps. Cette période préhistorique est marquée par d'importantes mutations techniques, sociales et sociétales. La première apparition du néolithique dans nos régions date d'environ 5000 avant notre ère. Il est suivi par l'âge de bronze, 2000 ans plus tard. Le climat sortait tout juste de la dernière ère de glaciation et se réchauffait. Les humains passent d'un mode de vie de chasseurs-cueilleurs à de l'élevage et de l'agriculture. Les animaux commencent à être domestiqués pour leur viande, leur lait, leur laine et leur cuir dans un premier temps. Plus tard, leur force sera également utilisée comme animaux de trait, de bât ou de selle. Le passage à l'agriculture a permis un certain contrôle alimentaire et a conduit à une véritable explosion démographique. Néanmoins, l'agriculture reste très dépendante des aléas climatiques, d'où la continuation des pratiques de chasse, de pêche et de cueillette pour pallier les éventuels déficits alimentaires. Ils créèrent les premiers jardins et champs où ils se livraient à la culture de l'orge, du blé ou du millet pour les céréales, ou des fèves, des lentilles et des pois pour les légumineuses. En sélectionnant les épis et les plants les plus robustes pour y recueillir les graines, l'homme se livre à une première sélection des espèces végétales. L'homme fit de même pour les animaux. Ainsi le sanglier est le premier animal domestiqué. Il est enfermé dans des enclos où il se reproduit. Tout comme pour les plantes, les individus les plus robustes sont sélectionnés afin de faire évoluer la race. La stabulation ou élevage en étable permet de faire augmenter les tailles des animaux, ce qui aurait été impossible et peu pratique en milieu naturel. C'est ainsi que le sanglier est devenu porc. Il en a été de même pour l'auroch, devenu vache, du bouquetin devenu chèvre, du mouflon devenu mouton. Mais tous les animaux n'ont pas été domestiqués pour les produits qu'on pouvait en tirer. Certains furent domestiqués pour l'aide qu'ils allaient apporter. Ainsi, le loup, devenu chien, aide l'homme dans ses tâches de surveillance et de garde. Le cheval pour le transport. L'innovation technique aide l'homme dans ses tâches quotidiennes de survie. Ainsi, l'invention première est la pierre taillée, biface et polie. Cela rendra les outils agricoles, comme les haches, herminettes et racloirs, très solides. Les outils sont principalement réalisés à partir de silex. Cela permet de chasser, de fabriquer des outils et de façonner des formes en bois. Au néolithique apparaissent de nouveaux outils en pierre polie. Jusqu'à présent, au paléolithique, la pierre était seulement taillée. La vidéo qui suit est extraite de l'émission Sur nos traces et permet de comprendre comment la pierre est polie durant la période du néolithique. Ce que les archéologues connaissent bien en revanche, ce sont les outils qui ont servi à construire ces maisons. Avec leurs lames en pierre polie, certains sont même emblématiques du néolithique. Là, je vois qu'il y a un chantier en cours. Vous construisez une autre maison Non, mais on peut faire des réparations. Alors ouais. Voilà l'outil qui va avec Bonjour, cette... voilà déjà Bonjour. l'ouvrier. Voilà. Avec ses outils. Voilà, donc la herminette, qui est le premier outil qu'on va retrouver au néolithique, donc avec la lame polie. Les premières sont en roche dure. Et alors pour tenir tout ça, qu'est-ce que c'est? Nous là on a utilisé de la corde avec du lin, une corde de lin, puisqu'on en fait pousser. Et là je vois un autre outil, Voilà. une espèce de gourdin avec, avec une lame, qu'est-ce que c'est? Donc là on a la hache. Voilà, il y a du poids. Et là c'est une lame... Donc une lame polie également, en silex, celle-ci. Vous voulez peut-être essayer? Eh ben écoutez, pourquoi pas, je vais... Alors là il faut écorcer Attention aux chevilles. aux chevilles. Ouais, c'est pareil. Je suis pas sûre qu'on arrivera à construire des maisons avec des ouvriers comme moi. Je sais pas, De toute façon, on sera jamais aussi efficace que les hommes de l'époque. j'imagine. Ces pierres polies retrouvées par les archéologues ont donné son nom à la période. Néo, cela signifie nouveau. Et lithos en grec, c'est la pierre. Le néolithique est donc l'âge de la pierre nouvelle. Car les hommes de l'époque généralisent une nouvelle technique.
Ils taillent une lame dans une pierre dure ou un silex, puis ils la frottent pendant plusieurs dizaines d'heures contre un polissoir en roche. En faisant des expériences, les archéologues ont démontré que ces nouveaux outils sont désormais beaucoup moins cassants et beaucoup plus solides. Ils vont permettre aux hommes du néolithique de défricher leur territoire, d'ouvrir des clairières pour y installer bientôt les premiers villages. Ensuite, l'invention de la poterie et de la céramique va permettre de cuire et transporter les produits récoltés et transformés. Les céramiques majoritaires dans nos régions sont de type rubané, caractéristique de la culture omalienne. Mais comme nous allons le voir dans le prochain épisode, Vaux-et-Borset va nous réserver une surprise. L'agriculture exige une implantation humaine plus durable et voit la naissance de villages. Des constructions en torchis et en pierre remplacent les huttes en peau. Les maisons sont de type longhouse, telles que nous pouvons en voir en Scandinavie. Les principaux centres de peuplement en Belgique se situaient dans le Hainaut et en SB liégeoise sous forme de villages. Néanmoins, un chantier d'excavation est en cours autour de l'aéroport de Bierzet. Il a permis de mettre au jour une implantation importante. 14 maisons ont été identifiées jusqu'à présent, mais les recherches n'ont pas encore permis de trouver la palissade d'enceinte, le four et le puits, donnant à penser que le nombre de maisons érigées est encore plus nombreux. La campagne de fouilles doit s'étendre jusqu'en 2035. La fin du néolithique voit l'existence de protovilles, dont la population peut s'élever à entre 10 000 et 20 000 habitants. L'élevage et l'agriculture ont aussi entraîné la naissance de lieux de stockage d'aliments récoltés et d'enclos pour les animaux. Ces réserves, suscitant des convoitises, ont entraîné l'éclosion d'une caste de guerriers chargés de la protection des provisions de nourriture. Ces convoitises ont probablement été à la source de véritables raids, voire de guerres entre clans. Les recherches ont montré que les populations néolithiques d'Europe, que ce soit en Serbie, en Allemagne, en Espagne ou en Suède, sont très semblables génétiquement et proviennent de la même souche. Les premiers agriculteurs européens, ou Early European Farmers, EEF. Ils seraient issus d'une population ancienne du Proche-Orient, différente de la population autochtone actuelle. Les recherches ont montré que les populations néolithiques d'Europe, que ce soit en Serbie, en Allemagne, en Espagne ou en Suède, sont très semblables génétiquement et proviennent de la même souche. Les premiers agriculteurs européens, ou Early European Farmers, EEF. Ils seraient issus d'une population ancienne du Proche-Orient, différente de la population autochtone actuelle. A, E, I, E, U. Il y a néanmoins une continuité partielle entre cette population des premiers agriculteurs européens et la population actuelle de l'Europe, due à l'arrivée des Indo-Européens venus des steppes de l'Europe de l'Est, avant les âges de bronze et du fer. Le mélange indo-européen serait beaucoup plus important en Europe du Nord, alors que l'Europe du Sud, surtout du Sud-Est, est restée plus proche de l'ancienne population du Néolithique. Que nous reste-t-il du passage de ces humains sur notre territoire? Les témoins de leur passage sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, il nous reste des traces de leurs habitats. Comme évoqué plus tôt, le néolithique a vu une croissance démographique importante et une rupture avec le paléolithique du point de vue de la subsistance. Les progrès en agriculture et dans l'élevage ont entraîné la création de villages. La SB liégeoise en a connu un grand nombre. Citons Gers, Remicourt, Warem-Longchamp, Fexlo-Clocher, Awan-Fontchenay, Oley-Alzep, Houdoumont, Verlaine et les 4 implantations de Vaux-et-Borset. Ces implantations nous ont également fourni des artefacts sous forme d'outils ou de poteries. À l'aide de ces derniers, nous avons pu distinguer les cultures rubanées et bliquiennes. Nous avons également reçu d'eux les mégalithes que nous retrouvons dans une zone appelée la Calstienne et que nous évoquerons lors de notre passage à Wéris. Citons enfin les sépultures dans la vallée Mosane, telles que la grotte de Les Avins dans la commune de Claviers.
Enfin, leurs legs se trouvent également dans la toponymie de nos fleuves et rivières. Ainsi, la Meuse et ses dérivés, Moselle, Mouzon, Mosane, la Sambre, Somme et Selle, la Roure, la Sûre, la Vour, sont autant de restes de ces populations néolithiques. D'autres mots sont restés dans nos dialectes ou expressions locales. Voici quelques exemples de mots d'origine pré-celtique. Le mot cal, qui veut dire roche, a donné chalet, caillou ou ca, qui est un jeu d'osselets en wallon liégeois. Baume a donné le nom d'un terrier ou d'une galerie de mines. Grève désigne du sable, d'où provient le mot gravier. Amponne a donné amon aspa, ou ampone en gaume et désigne une framboise. Berre donne barin en liégeois, béran en Namur ou en Ardennes, et béraud en gaume pour désigner un bélier. Enfin, Brita a donné brel en liégeois pour nommer de la ciboulette. Allons maintenant à la rencontre de ces hommes et femmes du néolithique, en nous rendant à Vaux et Borset. Merci à tous ceux qui ont accepté l'utilisation de leur matériel académique ou audiovisuel.